C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur La Première. Yorana, merci d'être avec nous. À la une de ce journal du dimanche, à Montréal, la beuverie démarre tôt le matin avant de s'achever sur une bagarre aux alentours de 13h. L'un d'eux termine à l'hôpital. Il est encore hospitalisé dans un état grave. Déception et résignation à Pihaena. L'établissement hôtelier ferme ses portes pour 7 semaines au moins. Le scénario catastrophe se répète une seconde fois pour les salariés du Hilton. Il coûte très cher, entre 200 000 et 1 million de francs pour un modèle performant, mais ceux qui décident d'acheter un vélo à assistance électrique ont un objectif bien précis, celui de se remettre au sport et lutter contre leur sédentarité. Et puis nous irons sur l'eau. Le club historique de la côte ouest Matayava part sur de nouvelles bases. Les frères Cronstedt sont notamment revenus au bercail. Maruki Duri nous donnera plus de détails dans notre page sportive du dimanche. Une expérience immersive, un espace où chaque toile est une fenêtre vers un monde où la distanciation sociale n'existe plus. Évrard Chaussois nous présente ses nouvelles œuvres peintes pendant le confinement. Et enfin, puisque les lions ne se réveilleront pas en 2021, nous nous remémorons les festivités du Nouvel An chinois. En 1997, cette année-là, on célébrait le buffle de feu. C'est notre rubrique Fénois d'antan du dimanche. Il est encore difficile aux gendarmes de faire toute la lumière sur cette bagarre dramatique qui s'est déroulée hier à Montréal. 2 frères, tous 2 alcoolisés, en viennent aux mains après de violents échanges verbaux. L'un d'eux est hospitalisé dans un état grave, mais stable. Brigitte Olivier, Gilles Taoutou. C'est toujours le même scénario que les forces de l'ordre connaissent par cœur. De la bière qui coule à flot sur un bout de plage. Hier à Montréal, dans un petit coin de paradis dans la baie d'Opunou, la beuverie démarre tôt le matin entre 2 frères. Et en milieu de journée, le plus âgé blesse le cadet grièvement au visage. Un témoin raconte. Ça vient, ouais, il n'y a pas de couteau, hein. C'est de bière non, quoi. Et il a tapé direct sur la victime. Sur le visage, c'est là en même temps que ça a coupé, quoi. Ça a ouvert de l'œil gauche. De l'œil jusqu'en bas au cou, quoi. Ah ouais. Grave blessé. Il parlait d'appeler les autres, la peau. Moi, je vois, il était en plein de sang, quoi. La peau s'est ouverte. Ouais. T'as été choqué? Pas tellement, parce que ce gars-là, tous les week-ends, il y a un gars avec lui tous les week-ends. Même mon fils, il a agressé avec le couteau. Tous les autres enfants dans le quartier, il y a plein d'autres enfants, il a agressé avec le couteau. C'est un cas, quoi. Un cas social, quoi. Le forcené a été rapidement maîtrisé par les pompiers et le blessé évacué par avion vers l'hôpital du Taoné à Tahiti. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes de cette altercation dramatique. Sur l'île Sœur, toujours, un autre sujet est également au centre des discussions. La fermeture temporaire des hôtels suite à la suspension des vols internationaux. À l'exception du Manava Resort Montréal, le Sofitel et le Hilton baissent leurs rideaux pour une durée de près de 2 mois. Le reportage de Kaline Guénard et Jérôme Lee. Comme un air de déjà-vu au Hilton Montréal. Après avoir fermé 4 mois en 2020, le même scénario semble s'amorcer cette année. L'hôtel verrouille ses portes pendant 7 semaines au minimum. Pour les employés, c'est la déception et la résignation. Il faut se dire qu'il faut tout refermer, tout ranger et attendre encore que ça passe. Donc un peu de frustration, quoi. C'était bien reparti, on avait beaucoup de choses de prévues et puis de planifier pour les jours à venir. Comme l'année dernière, les salariés vont bénéficier du dièse, qui a été revu à la hausse. Au lieu de 90 000 francs, ce sera 100 000 francs et plus, un pourcentage calculé en fonction du salaire initial. Les 2 semaines travaillées, donc le mois de février, et puis ensuite on passera au dièse, qui je pense cette fois-ci sera mieux que l'année précédente. Un dispositif d'aide pour 3 mois, mais les employés gardent confiance en l'avenir en se préparant déjà à la réouverture des frontières. Il faut se préparer pour la suite, ne pas s'apitoyer sur notre sort. Et ces dernières semaines, il y avait beaucoup de touristes? Oui, le taux d'occupation de notre hôtel était en moyenne de 70%, donc un bon taux de remplissage. Il ne faut pas baisser les bras et continuer d'avancer, on n'a pas le choix. Ici, 80% des clients sont américains. La direction a fait le calcul. Il faut à minima un taux de remplissage de 40% pour ne pas subir de perte de chiffre d'affaires. La clientèle locale ne suffira pas, ce qui justifie la décision de fermeture provisoire. L'étendre au-delà de 3 mois sera difficile.
Financièrement, on peut tenir, mais l'hôtel ne peut pas rester autant de temps fermé. Hein. Parce que là, les structures d'ici, c'est tout en bois. Hein. Pandanus, c'est bois, donc il faut les entretenir. Donc il vaut mieux qu'il y ait de la vie dedans pour pouvoir maintenir quelque chose en vie. Donc des clients. L'espoir réside dans ces touristes américains qui repartent les yeux pleins d'étoiles. Le temps était parfait. On a fait plein de choses. Mes vacances préférées. Vous prévoyez de revenir en Polynésie dans un futur proche? Oui, prochaine fois, Bora Bora. Une quinzaine d'employés resteront sur le site afin d'entretenir l'hôtel en vue de la réouverture qui se fera dès que le ciel polynésien sera libéré. Et alors que certains suspendent leurs activités, d'autres misent sur le salon du tourisme pour tenter de faire le plein. Des prestataires veulent convaincre avec des journées portes ouvertes. Depuis vendredi, 5 compagnies de charter accueillent tous les curieux à bord de leur catamaran. Comme le reste de l'industrie touristique, cette activité dont la clientèle est principalement internationale est de nouveau très impactée par les restrictions de voyage liées à la pandémie. Alors ces rencontres permettent de présenter leurs offres aux locaux et sont un moyen d'établir un premier contact. Bruce Andrieux, un gérant, nous en dit plus au micro de Heidi Enko et Jérôme Lee. C'est pas évident de présenter nos offres en virtuel. C'est compliqué. Et du coup, en me baladant dans le lagon et en rentrant à la marina, j'ai vu tous ces bateaux qui servaient à rien, tous les bateaux de charter, les miens et ceux de mes confrères. Et je me suis dit, pourquoi on n'essaierait pas de faire un mini salon du charter nautique à flot, avec les bateaux à flot, ce qui permettrait de quand même faire voir les bateaux, proposer nos offres, tout en respectant les mesures sanitaires qui sont imposées. C'est un bilan très très positif. En s'inscrivant à cette exposition, je m'attendais à rien. Je pensais qu'il y aurait personne. Et là, c'était une agréable surprise. On a eu peut-être une quinzaine de visites par jour depuis vendredi. Ce secteur a généré un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de francs pacifiques en 2019. Par ailleurs, n'oubliez pas que le salon du tourisme à distance est prolongé jusqu'au dimanche 14 février. C'est un modèle unique au monde qui fera certainement parler de lui dans les pays où les métiers du nautisme ont de l'avenir. À Raiatea, Dominique Gaucher, gérant d'une société de carénage de bateaux, vient de se doter d'une remorque autotractée capable de soulever des catamarans pesant 50 tonnes. Une machine entièrement pensée par lui. Ce travel lift possède des caractéristiques uniques. Il est par exemple piloté par une radiocommande connectée au Wi-Fi avec une portance maximum de 300 mètres. Il a fallu 2 ans à une société italienne pour le fabriquer. Dominique Gaucher répond à Julien Vescovali. Cette remorque elle a la particularité qu'on l'a conçue avec les ingénieurs de la société pour qu'elle réponde à nos besoins de levage de tout type de bateau avec un seul outil. Et c'est effectivement une première dans le monde au niveau technologique d'avoir une remorque qui puisse lever tout type de navire sur le même outil. Sans coût, 100 millions de francs pacifiques investis bien avant l'épidémie de la Covid. Les différentes aides dont a bénéficié Dominique Gaucher lui ont permis de diviser le coût par 2. Nous passons à présent à notre page sportive. Bonsoir Marouki. Bonsoir Ayata. Notre page sportive fait son retour et ce sera tous les dimanches. Ancien nom, nouvelle formule, vous connaissez, Toaro Sport revient sur vos écrans, 8 minutes de sport dans votre JT. Et ça commence maintenant avec ce moyen de transport, le VAE, le vélo à assistance électrique, qui rencontre un énorme succès ces dernières années. Le prix n'effraie pas les passionnés. Certains ont même pu se remettre au sport grâce au VAE. C'est notre dossier grand public de la rentrée. Se remettre au sport et s'en aller admirer les paysages. C'était la philosophie de départ d'Henri, qui fêtera ses 60 ans cette année lorsqu'il a investi dans son VAE, un engin qui l'aide à lutter au quotidien contre sa sédentarité. Il y a 1 an, j'avais 110 kilos. Et en 1 an, j'ai perdu 25 kilos. J'avais beaucoup de problèmes de santé, la tension et tout, hein. Tout ce qui vient avec, quoi. Et là, en redécouvrant le vélo à travers
le VAE, ça a été une révélation en fait. Mais ces vélos, nouvelle génération, aussi fiables qu'une moto, sont presque tout aussi chers. Il faut compter au moins 200 000 francs pour un budget de départ, à plus d'1 million pour les modèles haut de gamme. Et ben là, c'est l'idéal, hein. Tu as un vrai vélo de course en mode e-bike. Alors très léger, grosse batterie, et puis là, c'est un souffle de jeunesse. Depuis l'ouverture de ce magasin spécialisé en 2017, les VAE se vendent comme des petits pains. Le vélo, c'est toujours en montée constante. Nous, au niveau des ventes, depuis 3-4 ans, c'est toujours en progression, tout le temps. Le VAE, un sport en pleine expansion, presque un mode de vie où les déplacements du quotidien se cumulent en activité physique. Les vélos musculaires, ici, cela fait plus d'un quart de siècle qu'on sait faire, mais aujourd'hui, les nouveaux engins sont dotés d'un mécanisme qu'il faut connaître par cœur. Il faut savoir que c'est des moteurs électriques, donc du coup avec une petite carte électronique à l'intérieur qui gère tout ce qui est allumage, mise en route du moteur. Un VAE, c'est un vélo à assistance. Si tu pédales pas, ça n'avance pas. Aujourd'hui, le VAE est même devenu un outil supplémentaire pour la promotion du Fénois à l'international. Car il faut l'admettre, cette vue, ces sensations, ça donne envie. Effectivement, ça donne envie. On continue de parler des deux roues. Malgré la crise sanitaire, ils sont toujours aussi nombreux sur la piste. Roger Villiers a fait hippie à s'initier ou se perfectionner au BMX. La Fédération tahitienne de cyclisme a enregistré plus d'une 50aine de licenciés. Ça peut commencer pour les enfants dès qu'ils savent rouler en deux roues, nous a-t-on dit. Ça se passe du côté de Haroué les mercredis et samedis après-midi de 15h à 18h. Hier, c'était American Training, c'est-à-dire piste libre. Écoutez ces quelques réactions. C'est un endroit sécurisé et les enfants ne sont pas sur les routes où évoluent les automobilistes. Donc les parents sont rassurés d'être dans un endroit en sécurité et en plus ils sont casqués, ils sont gantés. Donc tout est là pour pallier à la sécurité pour leurs enfants. Et en plus, ils sont encadrés. Au niveau technique, c'est d'avoir les bonnes trajectoires, d'aller vite, et voilà. Tout ce qu'il faut pour gagner. C'est bien. Enfin, c'est surtout de la rapidité qu'il faut. Et Sacha, il m'embête souvent. Oh, à venir devant moi. Aussi, je suis plus rapide que toi. Et le petit Sacha aura l'occasion de le prouver lors de la première manche du championnat de Polynésie de BMX qui pourrait se tenir dès le 20 février en fonction bien évidemment des mesures sanitaires. Par contre, on vient de l'apprendre, la ronde tahitienne va être annulée, purement et simplement supprimée. Le Covid-19 est passé par là. Nous reviendrons prochainement plus en détail sur cette information, Ayata. Et puis, eux aussi, les passionnés de Va'a attendent toujours la reprise des compétitions. Le renouveau de Mataya Va'a, c'est ce qui nous attend peut-être en 2021. Le club historique de la côte ouest part sur de nouvelles bases. Les frères Cronstead sont notamment revenus au Bercail. Hervé Marzin et Patrick Sing Sing ont assisté à la reprise des entraînements. Le commentaire est signé Thomas Teriteporware. C'est important que tout le monde soit à côté de moi tout le premier tour, quoi. Comme ça, après, quand on repart, c'est tout le monde qui travaille, quoi. Georges Cronstead à la barre, il est dans son élément. Après avoir servi l'équipe de l'OPT et relégué sa planche de parole, il revient dans son fief. Dans son sillage de nouvel entraîneur du 109, mais pas seulement, c'est le nouveau visage de Thomas Mataya Va'a. Je ne vais pas appeler ça un renouveau, je vais appeler ça un retour à la maison, quoi. Hein. Voilà, et puis on voyait que la jeunesse et puis les anciens avaient soif de reprendre la rampe. Objectif affiché, relancer le club de la côte ouest. Et ce n'est pas de la tarte. 3 séances d'entraînement par semaine, étude de la houle, des courants et du vent avant chaque départ. Le maître mot, ensemble. Application des bons gestes, même ici, totale homogénéité. Les moins forts ne sont pas largués, quoi. Tout le monde est au contact, quoi. Et puis nous, ça nous permet aussi de maintenir aussi un bon rythme et bien un bon pari, quoi. Et je préfère privilégier le travail sur l'eau, quoi. Il y a plus d'harmonie, tout ça. Et puis comme tu vois, là aujourd'hui on est avec des tuyaux, tout ça. En même temps, on travaille notre musculation. C'est sûr qu'on a envie de faire revenir tous les champions de Mataya, mais après, voilà, ils sont dans les grandes équipes et ils travaillent aussi pour ces grandes équipes-là. C'est pas évident, mais voilà, c'est un projet, hein. La pirogue sportive à Célois, le marché de l'emploi aussi.
Le club Tamari Motaïa a émergé dans les années 80. Aujourd'hui, les femmes prennent de l'importance. C'est difficile, mais je pense qu'il faut maintenir une certaine qualité de ramée d'entraînement, surtout d'entraînement, parce que si par bonheur on peut avoir quelques courses et les faire, eh bien on y va à fond. En nouvelle direction, nouvelle stratégie. Cap sur l'avenir. Si les seniors ont fait montre de capacités physiques certaines aujourd'hui, les jeunes, eux, auront tout le temps de s'y consacrer dans le cadre d'un projet unique en son genre en Polynésie, une académie du VA, un centre de formation à la hauteur des ambitions. Une académie internationale de VA avec un label Motaïa VA, avec nos cadres comme Georges Cronstedt, Johan Cronstedt. Le club de Motaïa se forge une réputation de fonceur. Après tout, à quelque chose près, il en a les moyens en matériel et en effectif. Il ne reste plus qu'à passer aux choses sérieuses, les compétitions, mais ça, c'est une autre paire de manches. Et une équipe senior dont on entend beaucoup parler aussi ces dernières semaines, c'est Pire FA, avec l'arrivée de Steve Tehot Ata en tant qu'entraîneur rameur. Le multiple vainqueur du Teaito et de la Hawaii Kinuiva n'a pas encore repris l'entraînement car il est blessé. Mais du côté du Fareva de Pire, les seniors sont nombreux à participer au paquet, comme on dit, en V1. En basketball, avec la crise sanitaire, comme dans tous les sports collectifs, on reste suspendu aux annonces du gouvernement. La fédération tahitienne a réussi à boucler son championnat 2020 en mode dégradé, certes. Les champions ont quand même été désignés. Mais depuis le mois d'août et le tournoi 3 contre 3, il n'y a plus eu de compétition. Conséquence, le nombre de licenciés a fortement baissé. C'est le cas dans toutes les fédérations sportives du Fénois. Et Fana Taputo a bien voulu nous en dire plus au niveau du basket. Écoutez. 2019-2020, on a quand même terminé ce championnat-là et c'est vrai qu'on a quand même perdu un peu plus de 600-700 licenciés là-dedans parce que il manquait les tournois corpo qui n'ont pas été mis en place et il manquait aussi des équipes aussi des îles qui n'ont pas aussi commencé leur championnat et aussi ici à Tahiti. Direction les États-Unis, le 12 février prochain, Flor Hani combattra pour la première fois au sein de la Legacy Fighting Alliance, une organisation qui permet de se faire repérer par l'UFC. La Polynésienne sera opposée à Valérie Soto, une adversaire qui a déjà combattu dans la LFA. Cela fait 2 ans qu'Aito Hine s'entraîne avec le team Oyama en Californie pour ce type d'échéance. Ce sera donc vendredi de la semaine à venir. Allez, on termine cet intermède Touaro Sport dans votre JT par une graine de champion, Kavei Pearson, à peine 6 ans, haut comme 3 pommes. C'est notre petit clin d'œil pour finir notre petit dimanche sportif, en espérant que les compétitions reprennent vite. La semaine prochaine, retrouvez David Chang à cette même place. Le rendez-vous est donné donc dimanche prochain pour Touaro Sport dans votre JT avec notamment un reportage dédié au VAA féminin. Merci Maruki. Putu Putu, c'est le nom d'une nouvelle exposition signée Evrar Chossoa, traduisée rassemblée. Elle vient célébrer la vie en communauté. L'artiste invite au travers de chaque tableau à prendre une bouffée d'oxygène dans un monde si anxiogène. Le reportage de Brigitte Olivier et Sandroli. Chez les Chossoa de Rayatea, la peinture est une passion que partagent le père et ses fils. Le plus jeune Evrar expose depuis 2002 et a eu du mal à sortir du syndrome de l'imposteur, car ce jeune homme, humble et poli, se sentait fragile au regard de l'œuvre familiale. Il prend peu à peu ses marques et nous propose aujourd'hui une expo très intéressante, de la peinture au couteau, exécutée un peu à la manière des impressionnistes et qui nous emmène dans un voyage heureux au pays de l'insouciance. Il joue beaucoup avec la lumière et tente des couleurs osées qui finalement se révèlent judicieuses. Mais Evrar est aussi un citoyen et passe quelques messages avec la douceur qui le caractérise. On voit la position de la banane, comment elle est tenue, c'est très suggestif et c'est un petit clin d'œil à l'actualité locale concernant l'armurerie. Bon, c'est mon opinion personnelle et je pense qu'en tant qu'artiste, on se doit de véhiculer nos opinions. Pareil pour celui-ci, un retour de pêche qui devient un thème récurrent dans son œuvre. Chaque année, j'ai rajouté un déchet en fonction de l'actualité. Cette année, évidemment, c'est le masque qui s'imposait à nous.
Et j'espère pouvoir à l'avenir peindre cette toile-là, parce que j'ai prévu de la peindre chaque année en suivant l'actualité. Et j'espère qu'à l'avenir, je pourrai en peindre avec moins de déchets. On s'arrête au passage sur ces deux personnages, affublés d'un accessoire qui marquera les années 20 du 21e siècle. Mais revenons à ces scènes joliment éclairées d'un soleil généreux et qui ont aussi des choses à nous dire. C'est l'absence de culpabilité. Je pense que tout le monde ressent un petit peu ça. Aujourd'hui, malheureusement, quand je suis en position où il y a du monde et que je n'ai pas forcément possibilité de respecter les gestes barrières, on se sent presque coupable d'être là. Et là, dans ce truc-là, il y a de l'insouciance. Tout le monde est là sans masque et c'est naturel. Ces 25 toiles ont été peintes durant le confinement et les mois difficiles qui ont suivi. Beaucoup sont déjà vendus, car même s'il ne le sait pas, Évrard a trouvé les justes nuances pour nous parler des îles. Une très belle exposition à découvrir jusqu'au 13 février à la galerie Au Chevalet. Sans tambour ni trompette, c'est comme cela que nous entrerons dans l'année du bœuf de métal vendredi 12 février. Vous le savez, les festivités ont été annulées. Alors, pour nous remémorer ce rassemblement populaire, notre Fénois d'antan de ce soir nous ramène en 1997. Il y a 12 ans était célébrée l'année du buffle de feu à Mamhan. Brigitte Olivier. Le réveil des lions, un nouvel an chinois, ne pourrait commencer sans que cette tradition fût respectée. Les lions, assoupis depuis de longs mois, se verront insuffler une nouvelle énergie. Et c'est important car ce sont eux qui donnent le coup d'envoi des festivités de l'année nouvelle. Ensuite, les jeunes donnent vie aux lions, pas n'importe lesquels. Il faut que les danseurs connaissent les règles du kung-fu. Puis les lions vont danser pour le bonheur et la prospérité. Quelques jolis mouvements exécutés devant une mairie décorée pour l'occasion et devant un maire qui n'a pas manqué d'afficher avec fierté la moitié de ses origines. On aura remarqué aussi dans l'assemblée quelques petites filles très traditionnellement parées et qui savent même prononcer quelques mots dans la langue de leurs ancêtres. Bonjour. Comment tu t'appelles? Jenny. Comment on dit en chinois? Jenny. Et tu sais dire bonjour en chinois? Tu sais bien parler? Oui. Comment on dit bonne année? Les racines sont importantes et pas seulement pour les petites filles. De nombreux curieux sont venus ce matin avec veste et pantalons chinois pour soutenir une tradition qu'ils veulent voir se perpétuer. Quelle est votre identité? Identité, je suis d'origine chinoise, mais né en Polynésie. Vous avez changé votre nom? Oui, j'ai changé mon nom de famille il y a un peu plus de 20 ans de cela. C'était imposé pour pouvoir obtenir la nationalité française. On nous obligeait de changer de nom de famille. Est-ce que c'est important pour vous ces festivités? Ah oui, ça commence à prendre de l'ampleur. Pourquoi? Après tout, bien que nous sommes nés ici, nous sommes d'origine chinoise. Dans tous les cultures, aussi bien chinois ou maoris ou bien français, elles sont aussi riches les unes que les autres. Revenons à nos lions qui se sont répandus dans les rues du quartier. Ils sont allés souhaiter de bonnes affaires et la prospérité aux commerçants qui les ont accueillis. À la porte, des petites enveloppes rouges qui contiennent de l'argent pour les danseurs en signe de remerciement. Et une petite fille qui distribue des bonbons qui doivent apporter chance et argent dans les foyers. Voilà donc pour l'ouverture des festivités du buffle, une année placée sous le signe du labeur. Kyunifa Choi. C'est la fin de ce journal. L'information principale retenue pour ce soir, déception et résignation à Popo. L'établissement hôtelier ferme ses portes pour 7 semaines au moins. Le scénario catastrophique se répète une seconde fois pour les salariés du Hilton. À l'exception du Manava Resort Moorea, le Sofitel baisse également ses rideaux pour plus de 2 mois. L'actualité à venir, elle concerne la santé. Demain débute l'enquête de séroprévalence lancée par le ministère de la Santé à Tahiti et Moorea sur un échantillon de 350 personnes. Mardi, les restrictions de voyage et la quatorzaine entrent en vigueur. Et enfin, vendredi, je vous le disais, s'ouvre l'année du buffle de métal.
Et on parlera santé demain matin en radio. Dans votre émission L'invité café, Nohaoura Rouroua viendra parler de la journée internationale de l'épilepsie. C'est à 7h10. À la une de vos quotidiens demain, La Dépêche vous propose son cahier spécial sur le FIFO. Merci pour votre fidélité. Votre calendrier lunaire puis un téléfilm sentimental américain sont à suivre après ce journal. Prochain point sur l'actualité demain matin en radio dès 5h. Ne manquez pas l'ouverture officielle du FIFO diffusée sur votre antenne demain à 17h30. Très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous retrouve le week-end prochain avec plaisir. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet